Vous dites qu'on est à l'ère des médias privés aujourd'hui, et donc il n'y a grosso modo aucune place pour la parole publique. Mais moi, c'est pas vraiment ce que j'observe. Enfin, personnellement, moi, ça fait 15 ans que j'ai plus la télé, la radio, tout ça. Tout est sur Internet. Et en fait, Internet, c'est un peu un monde hybride parce que, d'accord, une plateforme comme YouTube, par exemple, c'est une plateforme qui est privée, mais en même temps, elle laisse une très large part à la parole publique. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que le problème là, du média, c'est cette dichotomie publique et privée? Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, le public, plus que jamais, peut s'exprimer. Alors, pour dire des choses bonnes ou mauvaises pour l'écologie, mais en tout cas, moi, je trouve que la parole publique a une grande place aujourd'hui, plus que dans les années 70. Bien. Alors, malheureusement, d'une part, il ne faut pas oublier que la plupart de nos concitoyens, surtout les plus âgés, qui sont par ailleurs les plus électeurs, s'informent quand même beaucoup à travers la bonne vieille télévision. Bien. Et que dans cette télévision, il y a le développement de télévisions de type privé qui sont plutôt sur des discours qu'on ne peut pas dire très éducatifs, pour être poli. C'est-à-dire que aux États-Unis en particulier, il y a l'existence de cette fameuse chaîne qui s'appelle Fox News, qui a fait énormément pour l'enfermement des électeurs républicains dans une bulle de sens dans lequel ils ne croient pas au réchauffement climatique, ou très peu. Et en France, si vous regardez quand même une chaîne que je ne dois pas citer pour ne pas avoir de problème, qui est possédée par quelqu'un qui fait des procès, eh bien, vous l'aurez reconnu, c'est quand même une chaîne dans laquelle des propos de type climato-sceptique peuvent être tenus. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éclatement, la dérégulation complète du secteur des médias permet effectivement à toutes les voix de s'exprimer, mais est quand même une complication pour les gouvernants s'ils voulaient avoir des politiques de transition écologique fortes, parce qu'ils se retrouveraient confrontés à beaucoup de discours qui disent « Ah, mais c'est pas la peine, ah, le réchauffement climatique n'existe pas ». Dès que, par exemple, un climatologue s'exprime sur Twitter, on a tout de suite quelqu'un qui lui dit « Ah, mais non », qui lui répond « Le réchauffement climatique, c'est un hoax, etc. Il y a un livre qui prétend que… » Vous voyez ? Donc, si on compare un peu le réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique, l'effort qu'il faudrait faire, souvent que beaucoup de gens font avec un effort de guerre, c'est-à-dire en gros, il faut passer à un effort de guerre, c'est vraiment orienter toute la société vers ça. Le problème, c'est qu'on est quand même dans des sociétés où vous auriez pour l'instant beaucoup de gens qui seraient pour dire « Ah, mais c'est pas là. Comment on m'empêche de circuler en diesel, comment mon 4x4 n'est pas polluant, etc. » Vous voyez, donc c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que la multiplicité des canaux est un problème si on voulait vraiment avoir une lutte résolue pour aller vers une société moins carbonée, etc. C'est vraiment deux problèmes distincts, c'est-à-dire que vous pointiez du doigt le problème que les médias sont largement privés et pas publics, et là vous êtes en train de dire que le problème c'est la multiplicité des discours, on dirait vraiment deux problèmes différents, à traiter de manière différente l'un de l'autre. Pour moi, la question des médias principalement privés est vouée à disparaître, parce que je vois très bien que l'usage de la télévision va disparaître avec les générations qui en font encore un grand usage. Par contre, on aura ce nouveau problème de la pluralité des discours. Mais c'est pas dit que cette pluralité crée de la confusion et du chaos. On peut aussi espérer, peut-être d'une certaine manière, que ça permette de diffuser des messages de manière moins, on va dire, censurée ou de manière plus ouverte. De fait, pour l'instant, la possibilité pour les groupes extrémistes, en particulier les groupes qui veulent ne rien faire pour le climat, quand même, la multiplicité des médias leur a été plutôt favorable. Il faut quand même prendre ça en compte. Et malheureusement, là, il y a vraiment un aspect ce qui correspond bien sûr à des différences de valeurs, de conception du monde, etc. Mais, de fait, cette multiplicité leur a plutôt été favorable pour l'instant. Je partage votre pessimisme, mais il se trouve que la semaine dernière, je suis allée au congrès de l'ADEME à Angers. Il y avait une grosse représentation du monde économique. Et comment dire, je voudrais juste une petite note d'espoir, ça m'a redonné un petit peu la pêche, parce que
j'ai vu des entreprises qui sont venues parler. Alors c'est peut-être du greenwashing, mais bon, ArcelorMittal qui est en train de revoir toute sa techno au niveau hydrogène, etc. La Banque de France qui note les entreprises plus simplement sur leur compte financier, mais aussi sur leur engagement écologique. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une mobilisation du monde économique des entreprises. Alors, est-ce que c'est un épiphénomène lié au microcosme ADEME ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué? Alors, moi, je suis très, comment dire, dubitatif sur tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, d'accord, le monde économique, et d'ailleurs ça ne date pas d'hier, hein. Faut pas, il y a au moins 15 ans qu'on parle, peut-être on a parlé de développement durable, etc. Après, si vous regardez les consommateurs, ce que les gens consomment, la courbe, moi, la plus instructive, c'est la vente de 4x4 en Europe. Je veux dire, la vente de 4x4 qui ne servent à rien et, par ailleurs, qui sont de plus en plus lourds. Je veux dire, ou alors, par exemple, la taille des logements qui continue à augmenter. Là, il y a vraiment, je comprends bien que les entreprises ont besoin d'un récit, ça va mieux aller. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas avoir une société qui serait dans un récit, on va vers le mur. C'est-à-dire que le récit de Cassandre que j'ai fait ne peut pas être le récit dominant. Parce que s'il était le récit dominant, vous auriez probablement... On ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qui se passerait dans une société. On n'a jamais d'exemple de société humaine qui aurait pour horizon sa fin proche. Ce qu'on sait en général, par exemple dans les sociétés qui sont proches de la fin, par exemple, vous êtes, on voit parfois ça dans les films, un peu les films de guerre sur la fin de l'Allemagne nazie. Et ben jusqu'au dernier jour, c'est business as usual. Jusqu'au tout dernier jour. Jusqu'au dernier jour, voilà, on entend le bruit du canon qui tonne et on va au concert. Donc en fait, si vous voulez, le genre de discours que je tiens, bien, je comprends bien pourquoi, d'abord, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de profit à en faire, vous voyez, parce qu'il y aura toujours un collègue qui dira « mais non, c'est pas grave, on va s'en sortir, mais non, c'est possible, etc. » Mais, et bien sûr, les entreprises ont besoin de ce discours, mais de fait, on n'en prend pas le chemin. Enfin, je veux dire, si vous regardez les cours, la façon de fonctionner, et surtout si vous raisonnez alors, à l'échelle du globe. Si vous raisonnez à l'échelle du globe, je suis désolé, là, la courbe de CO2, elle fait comme ça, absolument. Le nombre de véhicules à moteur à propulsion fossile, il fait comme ça. Vous regardez l'économie de l'Inde, 1 milliard d'individus, on va véritablement vers une américanisation de l'Inde. Parce que, en fait, le problème de fond, c'est que toutes les classes moyennes, quand elles veulent s'enrichir, veulent le mode de vie occidental. On ne connaît pas dans le monde de classes moyennes qui s'enrichissent, qui ne veulent pas faire le mode de vie occidental. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et c'est transculturel. C'est-à-dire, il n'y a pas, on ne pourrait pas dire, ah bah les Chinois, ils auraient inventé un mode de vie à la chinoise. Non, ils veulent une voiture. Les Indiens, ah bah non, ils veulent une voiture. Ah, bah, les Saoudiens, ils voulaient une voiture. Ah, les Péruviens, s'ils pouvaient, ils espéraient une voiture, etc. Donc en fait, si vous voulez, alors je comprends bien, à l'échelle locale, ça peut être vrai, mais même un pays très riche comme le Norvège, enfin, pays extrêmement riche, pays extrêmement éduqué, qui s'est développé grâce à une industrie pétro-gazière. Est-ce qu'ils arrêtent de faire du pétrole et du gaz? Non. En même temps, ils vous raconter qu'à Oslo, maintenant, il n'y a plus que des voitures électriques. Vous voyez? Ben oui. Ça fait rire, mais c'est vrai. Bon, et que effectivement, donc, si même un pays aussi riche que la Norvège, dans lequel le réchauffement climatique est aussi sensible, parce qu'ils sont aux latitudes élevées, donc ils voient bien que le climat est en train de changer, que par ailleurs leur niveau de vie, par rapport à l'ensemble de l'humanité, est déjà un niveau de vie très élevé, et qui pourrait peut-être en rabattre un peu, et se contenter de ce qu'ils ont. Et c'est un pays magnifique à visiter, ils peuvent faire du tourisme, ils ont de l'industrie de haute technologie, ils pourraient s'en passer, et pourtant ils ne peuvent pas arrêter. Vous voyez? Donc non, là je pense que c'est vraiment une blague. Par contre, c'est une blague nécessaire actuellement pour continuer. Après, je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont en train de craquer du climat, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à tenir la ligne
Alors j'ai vu que certains voulaient faire une grève de la recherche. Voilà. Parce que, évidemment, eux, j'étais récemment dans une école, enfin il y a 2 ans, dans une école d'été avec un jeune chercheur en climatologie, il disait quand je vois les résultats que donne mon modèle, j'ai envie de pleurer. Bon, voilà. Bon, mais ça ne changera pas beaucoup, malheureusement, parce que, quand même, les forces qui sont hostiles sont des forces, on voit bien aux États-Unis, c'est au lieu de dire, d'accepter les verdicts de la science du climat, une partie des républicains ont interdit simplement, dans certains États américains, qu'on en parle. Interdit. Il y a certaines législatures dans certains États américains qui ont littéralement interdit de parler des résultats de la science du climat. Voilà. C'est plus pratique. C'est vraiment don't look up, au sens strict. Et je pense que, alors nous en France, nous avons quand même la chance, heureusement, que pour l'instant, nos scientifiques du climat peuvent travailler, participer au GIEC, etc. Mais l'écart, bien. Oui. J'ai été trop long dans ma réponse. Moi, je trouve que le discours cataclysmique, si vous le définissez comme ça, il peut être tenu, en fait, mais j'ai quand même l'impression que pour le tenir, il faut aussi tenir un discours avec des perspectives, quoi. C'est pour ça que c'est difficile à entendre, c'est que... Allez-y. Le discours, il faut le tenir, mais il faut le tenir en fournissant des perspectives. Et j'ai l'impression que votre conclusion, qui vous apparaissait peut-être un peu positive, moi, elle m'apparaît extrêmement négative. La conclusion que vous teniez à la fin de votre exposé, il faut s'adapter, on va s'adapter. Pour moi, ce n'est pas une conclusion positive, c'est une conclusion de défaite. Et pour moi, elle est inévitable dans l'analyse que vous tenez, parce que, en effet, c'est la seule conclusion logique. Si on décide de ne rien changer à notre système économique, si on décide que le cadre dans lequel l'économie fonctionne, le cadre dans lequel on produit, ne peut pas changer. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, il y a beaucoup de gens qui refusent cette analyse-là. Le cadre, il faut le changer. Ça a toujours été un impératif pour les travailleurs, mais c'est devenu un impératif pour la planète. Je trouve qu'il y a des gens qui parlent de capitalocène. Et ça, je trouve que ça exprime bien cette analyse-là, de dire le problème, c'est pas les gens qui prendraient des mauvaises décisions parce qu'on vivrait dans des démocraties qui fonctionnent et c'est des gens qui décident de mal consommer. Non, l'analyse, c'est qu'on a un mode de production qui est basé sur la destruction, sur l'exploitation de la planète, sur l'exploitation des ressources naturelles et des travailleurs. Et si on ne change pas ça, c'est sûr que si on décide de ne pas toucher à ce cadre-là, c'est sûr qu'on s'en sortira. Moi, je voulais c'est pas parce qu'il faut le changer qu'il va changer. Hein. Ah non, il faut se laisser la perspective. Par rapport à ça, pour rebondir là sur ce qui a été dit, justement, de point de vue des sciences politiques, quelle est l'image actuelle du rapport de force entre les gens qui ont cette perception de cette industrialisation qui détruit notre avenir? Est-ce qu'on a des statistiques? Moi, j'avais cru lire que les jeunes... Oui, alors, bien sûr, mais ça, alors, d'une part, bien sûr, mais si on regarde un pays comme la France, restons dans le cadre français, vous vous rendez bien compte que il est extrêmement peu probable que le candidat écologique, Jadot, gagne l'élection présidentielle. La question, c'est est-ce qu'il fait plus ou moins de 5%? Alors, Mélenchon, la probabilité est un peu plus forte, mais guère. Vous voyez? Donc, de fait, il y a des majorités sociales et politiques actuellement dans la plupart des pays qui sont « on ne change rien ». C'est tout. C'est simplement ce que je constate. Vous voyez? Alors, bien sûr, à terme, cela peut changer, sauf que, vous voyez bien que on le dit depuis longtemps. C'est-à-dire que le mouvement écolo, il existe depuis les années 70. On rappelle à l'occasion de chaque élection présidentielle en France qu'il y a eu un premier candidat écolo, René Dumont, en 1974. D'accord? Or, là, simplement, c'est que, vu l'évolution du système climatique, les dégâts, lorsque, éventuellement, il y aura majorité sociale des jeunes qui sont actuellement 20 ans,
qui seront la majorité électorale, on est dans 25 ou 30 ans devant nous. D'accord? Donc un président écolo en France, à ce rythme-là, c'est l'élection de 2045, peut-être 2050. Donc, extrêmement tard, beaucoup trop tard par rapport aux nécessités d'une atténuation. C'est ça que je veux dire. La bataille, de fait, est perdue. Et c'est bien pour ça qu'il y a une certaine radicalisation de certains gens qui disent qu'il faut passer à l'action directe. Par exemple, il y a le groupe Extinction Rebellion. Bon, mais ces gens-là, tout ce qu'ils vont provoquer, ils provoquent par exemple déjà en Angleterre, c'est un raidissement des pouvoirs publics qui vont les traiter comme on traite les terroristes islamistes. Et en fait, probablement, on va arriver à des situations où, au contraire, de raidissement. Parce que la majorité sociale, il faut bien vous comprendre, en France, l'électeur moyen, c'est un monsieur ou une dame de 50 ans qui habite dans un pavillon mal isolé, qui est employé de mairie dans un centre-ville et qui a un gros 4x4 Peugeot, pas Peugeot parce que Peugeot ne fait pas de 4x4, pas trop, excusez-moi, un gros 4x4 Lada, bien polluant. Ben oui, mais non, mais ne rêvez pas. Je veux dire, les Français, plus de la moitié des Français vivent en maison individuelle. Plus de la moitié, maison individuelle, mal isolés. Ils sont pas bien desservis par les transports publics. Bon, et ils sont dépendants de la voiture pour aller travailler. Et en plus, comme ils sont des braves Français, ils ont 2 enfants, et avec ces 2 enfants, ils doivent les amener à différentes activités de loisirs. Le grand au tennis, la petite à la danse, etc. Je veux dire, ne rêvez pas. Et c'est pour ça qu'aucun homme politique ne va s'amuser à dire arrêtons la bagnole. Ou alors, la plus raisonnable, si j'ose dire, c'est Valérie Pécresse qui, alors elle, d'ailleurs, je me suis aperçu que Valérie Pécresse ne proposait pas, contrairement aux autres, de blocage du tarif de l'essence. Peut-être c'est une erreur. Par contre, elle proposait quand même d'aider les voitures électriques. Voilà, c'est tout. Mais tout le monde propose de rien changer. Sauf le candidat Jadot, et même le candidat Mélenchon, quand il dit « je vais bloquer le prix de l'essence à 1,40 €. Je crois que c'est... Bon, il me semble que c'est 1,40 €. Hein, Bon, soyons... Parce que là, il y a une peu... Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Votre mode de vie ne changera pas. Parce que ce que vous comprenez, il faut comprendre, c'est un mode de vie, ça ne se change pas comme ça. Il y a une très 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 forte inertie. Et les économistes croient que ça change à travers les prix, sauf que c'est un prix politique, et que les gens ils réagissent à ce prix politique, ils disent « Ah mais non, non, m'augmentez pas le prix de l'essence parce que moi je restais dans mon pavillon de banlieue. » Ou de grande banlieue, oui. Oui, il y en avait d'autres ailleurs, mais bon, oui. Tu as commencé ton intervention en parlant de... Enfin, tu as parlé des scientifiques. Oui. Et ici, on est dans un institut, il y a quand même beaucoup de chercheurs. Quel pourrait être, selon toi, le rôle d'un chercheur dans un institut comme ici, et le rapport de ces chercheurs-là avec, par exemple, la politique? Quel rôle devrait-il se donner? Pourrait-il se donner? Est-ce que tu as une... Bonne question. Moi, j'aurais le sentiment que les scientifiques en font déjà beaucoup. Moi je parlais des scientifiques du climat. Je précise bien que c'est les scientifiques d'un institut de recherche en technologie, comme ici. Est-ce que, peut-être tu n'as pas de réponse, hein, Oui, en réalité, à moins... Là, je pense que c'est sur les changements des modes de vie. On a déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses. Simplement, les gens ne veulent pas. C'est tout simple. C'est tout simple. Et en fait, il y a des tas de réflexions sur comment faire passer la pilule. Ça, c'est plutôt, si j'ose dire, des réflexions de sens social. Qui correspondent, par exemple, au discours politique, il ne faut pas faire d'écologie punitive. Il faut faire de l'écologie positive. En fait, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'il y a une partie... Il faut quand même comprendre que
une partie des gens, le changement de votre vie n'est pas envisageable. Quoi que vous fassiez. Après, vous pouvez les forcer. Et puis par ailleurs, il y a aussi un aspect de comparaison internationale et de comparaison interpersonnelle. Pour vraiment faire les changements de mode de vie, il faudrait que le haut de la société arrête d'avoir un mode de consommation excessif. Oula. Et par ailleurs, qu'il n'y ait pas de comparaison internationale en disant « mais nous les Français faisons des efforts, nous vivons comme des mormons dépressifs, et à côté, nos voisins belges ne font pas ça ». Je veux dire, là, c'est pour ça qu'il n'y a pas véritablement de solution. En quelque sorte, j'aurais envie de vous dire, il faut aussi naturaliser l'histoire humaine. C'est-à-dire que les mécanismes que nous voyons à l'œuvre sont des mécanismes qui nous dépassent, au sens où les sociétés, par exemple, sont organisées sur un mode hiérarchique. Bon. Comment faire en sorte que les sociétés humaines ne soient plus organisées sur un mode hiérarchique et que la hiérarchie passe par l'étalage de biens matériels pour attester de la place dans la hiérarchie de chacun? Oula! Question très très compliquée, auquel il n'y a peut-être pas de solution. Ou alors il faut inventer un mode de faire hiérarchie qui serait non polluant. Mais ça voudrait dire qu'on rompt totalement avec le matérialisme qui fait qu'actuellement, la personne qui a un grand logement, qui a un 4x4, qui vit bien, bah, est en haut de la hiérarchie par rapport à quelqu'un qui est en bas de la hiérarchie, qui a un petit logement, qui n'a pas de 4x4, etc. Mais ça, c'est pour ça en sens que je comprends bien la perspective révolutionnaire, on va tout changer, etc. Mais cette perspective, le problème étant, c'est que les révolutionnaires sont visiblement très minoritaires. Et à moins d'avoir un système politique non démocratique dans lequel les révolutionnaires imposeraient la dictature de l'écologie, je ne crois pas beaucoup. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, ils sont révolutionnaires, bien sûr, ils sont minoritaires au début. Après, il y a des révolutions plus ou moins minoritaires. Hein. Mais de fait, actuellement, il suffit de regarder. Alors, si on reste dans la politique habituelle, la politique électorale, dès que vous commencez à parler de taxer l'énergie, vous vous écroulez. Il y a un bon exemple en Allemagne. Il y avait, au début de la campagne électorale en Allemagne, l'année dernière, la candidate chancelière des Verts était, je crois, à 25% des voix. Bon. Elle a commencé à faire allusion à une taxation du diesel. Elle a fait allusion, elle n'a pas dit exactement. Boum, 15% des voix. Tout simple. Tout simplement parce que les personnes pensent qu'elles ne peuvent pas sortir de leur addiction aux fossiles. Alors, après, bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui, en fait, voudraient une sorte de raccourci. Et ils appellent ça l'écologie de guerre. En particulier, un philosophe français qui s'appelle Pierre Charbonnier, il dit, en fait, on va profiter du fait qu'on est en conflit avec les Russes sur la fourniture de gaz et de charbon, pour utiliser l'argument géostratégique pour faire de la sobriété. C'est-à-dire, au lieu de dire aux gens, vous allez faire des économies d'énergie pour sauver la planète, on va leur dire, on va faire des économies d'énergie et changer votre mode de vie pour éviter que les Ukrainiens se fassent massacrer. Ben oui. Et du coup, on aligne, on va vers quelque chose de plus simple à comprendre, plus immédiat, plus moral, qui est un effort de guerre, etc. Sauf que bien sûr, ce qu'on constate en pratique, c'est que tous les gouvernements n'ont pas très envie de faire ça. Et tous les gouvernements sont en train de envoyer leurs émissaires dans les producteurs de gaz et de pétrole dans le monde. Ils vont au Qatar, ils vont en Arabie Saoudite, ils vont en Azerbaïdjan, et ils disent « Ah, bah, il faudrait construire un nouveau gazoduc, etc. » Parce qu'ils savent très bien que électoralement, et du point de vue de l'opinion publique, les gens ne sont pas prêts à ça. Ou alors, il va falloir vraiment... en même temps, Poutine, il met du sien, alors ça peut aider. Mais il y a vraiment une réticence de... Vous voyez ? Des questions par là. Oui. L'Institut Négawatt a trois fondamentaux, sobriété, efficacité et renouvelable.
et dans en fait leur envie de pouvoir aller entraîner les autres et donc la population. En fait, l'adaptabilité, c'est ça, c'est que de toute façon, au bout d'un moment, il va nous manquer des énergies. Et que de toute façon, l'adaptabilité et la sobriété va être de fait. Il faut juste essayer d'apprendre aux gens, tout doucement, à réduire en fait certains comportements pour pouvoir s'habituer à l'avenir. C'est pessimiste et plus ou moins, mais néanmoins, c'est comme ça qu'il faut un peu aborder les choses, pour moi. Sobriété. Oui, bien sûr. Mais ça, je suis pourquoi pas. Mais si vous voulez, mon idée, c'est que les gens le feront le couteau sous la gorge. Voilà, comme toujours. Et c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est mon côté optimiste, d'une certaine façon. Ils le feront. Voilà, ils le feront. Après, ça sera trop tard, de manière difficile, etc. Mais je pense qu'on attendra vraiment au tout dernier moment pour que les changements vraiment radicaux de mode de vie se mettent en place. Pour s'adapter, les sociétés, ça va entraîner plus de conflits, en fait, des conflits entre les pays pour l'accès aux dernières ressources, en fait. Est-ce que c'est... disons que là, on retourne... Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect classique, effectivement, si les ressources deviennent plus rares, ça serait étonnant qu'il y ait une conflictualité n'augmente pas. Et d'ailleurs, les spécialistes de géopolitique travaillent déjà beaucoup sur le cas de l'Arctique, de la zone arctique, où bien sûr, on a une sorte d'illustration assez tragique de ça, c'est-à-dire en gros, le réchauffement climatique rend des choses accessibles, il y a des ressources de pétrole et de gaz, et tout le monde se prépare visiblement à les contrôler à son profit. Voyez. Donc, et par ailleurs, à l'échelle interne des sociétés, c'est sûr que plus vous aurez des difficultés à assurer un mode de vie correct à l'ensemble de la population, plus les conflits vont augmenter, internes. Ça, c'est clair. C'est bien pour ça, c'est le point que j'avais souligné, pour les gouvernants, l'idée que vous ayez à gérer une société qui ne soit plus en croissance, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de croissance économique, vous n'avez rien à répartir, et là, vous allez avoir du conflit qui va augmenter. Du coup, le maintien de la croissance, de fait, devra entraîner des conflits, ouvrir des conflits. Quoi. Oui, bien sûr. Pour garder les accès, par exemple, nous, on dépend le cas d'Ukraine ou la France pour le nucléaire. L'uranium, il n'y en a pas, très peu en France. Les mines sont fermées. Du coup, les mines, elles sont en Afrique, par exemple. C'est-à-dire que la France serait prête à sécuriser ses approvisionnements d'uranium militairement. C'est sûr. Ouais, mais sur un conflit ouvert. Oui, mais on ne fait pas une guerre ouverte pour... Après, malheureusement, c'est une considération plus historique, plus générale. En général, pour calmer le conflit intérieur, c'est très pratique d'exploiter plus que votre territoire, c'est exploiter les autres. En gros, c'est un peu la règle d'or de l'impérialisme. C'est-à-dire que si vous êtes une nation impériale, vous arrivez à augmenter le niveau de vie au cœur de l'empire, d'accord, tout en exploitant les marges impériales. Ça, c'est une réflexion qui a été faite, déjà Machiavel le racontait. Machiavel le racontait que les Romains, les habitants de Rome même, avaient une vie agréable et étaient capables de gérer le conflit entre le peuple et le Sénat, parce qu'il y avait les colonies romaines qui apportaient des ressources au centre. Et on le retrouve dans toutes les nations impériales. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi une question que j'aurais pu soulever, c'est que nos pays développés vivent largement du fait qu'ils ont, comme on dirait en termes un peu marxistes, des termes positifs de l'échange. On importe des matières premières et de l'énergie de pays et on exporte des biens à haute valeur ajoutée. D'accord ? Globalement. Bien. Ça explique notre richesse, notre niveau de vie. C'est-à-dire qu'on profite du fait qu'il y a des minerais qui sont trouvés en Afrique, qu'on arrive à transformer en automobile chez nous. Voyez ? Et en fait,
la question se pose aussi d'un rééquilibrage. C'est-à-dire que est-ce qu'on est capable d'assumer un rééquilibrage où nous serions amenés à payer les matières premières, l'énergie, à un prix beaucoup plus élevé, donc avec une diminution de notre niveau de vie. Et probablement, ça serait très conflictuel en interne, puisque nous aurions une baisse de notre niveau de vie. C'est pour ça aussi, par exemple, j'en ai pas parlé, mais je suis extrêmement inquiet de tout ce qui est les mécanismes dits où on parle de justice climatique, de dire « Ah, mais nous étions les plus émetteurs historiquement, donc il faut compenser, donner de l'argent aux pays en voie de développement. » Ça veut dire en pratique, que le contribuable des pays du Nord va payer encore plus. Et en plus, son budget va encore être... Donc non seulement il faut qu'il paye la transition climatique, l'adaptation de la France, plus le fait qu'il faudrait payer pour un pays lointain pour ne pas polluer. Vous imaginez bien qu'électoralement, ça ne passera jamais. C'est-à-dire que, bien sûr, du point de vue de l'organisation du monde, ça serait bien, mais aller expliquer aux Français, votre niveau de vie va baisser, vous allez faire des efforts, et en plus, on va transférer de l'argent pour adapter, mettons, le Sénégal au réchauffement climatique. Là, je vous promets des aventures électorales fascinantes. Moi, je suis globalement d'accord avec vous, mais c'est plus pour jeter des idées en l'air pour la conversation. D'abord, le fait qu'il me semble que sur des éléments où il y a de la compétition, une forte compétition, il y a aussi en général un corollaire qui se développe, c'est les systèmes d'entraide. Dans des conflits de guerre, on voit des systèmes d'entraide qui se mettent en place au niveau local. Là, typiquement, ce qui se passe à Beyrouth, où en fait la ville a complètement explosé, mais en fait il y a toute une nouvelle économie qui renaît de ces 100 petites économies avec toute une entraide, c'est à voir. Ça, c'est une chose. L'autre chose... Ça, c'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation, mais ça n'empêche qu'elle passe par de l'entraide. Et du coup, de la réappropriation de certaines manières de faire. Aussi sur les questions des systèmes hiérarchiques, des organisations hiérarchiques basées sur la possession matérielle, c'est pas toujours le cas. Enfin, un des systèmes hiérarchiques non basés sur la possession matérielle, et qui n'est pas nécessairement viable, mais c'est propre du système du caste, qui est basé sur la notion de pureté et absolument pas sur la possession matérielle. Ensuite aussi, je me disais que j'ai une troisième idée sur le fait que pour les questions révolutionnaires, je pense que pour les luttes révolutionnaires, eh bien, on devrait sans doute relire et re-regarder comment en fait les gens se sont libérés des colons en fait, les luttes révolutionnaires coloniales en fait. Et comment de petits mouvements souvent très violents, hein, mais il y a eu du coup une mise en œuvre et une mobilisation de la population qui a fait basculer, qui les ont foutus dehors. Alors c'est sûr que l'histoire de la libération de l'Algérie, du FLN, elle est loin d'être belle, mais n'empêche qu'elle existe. Et du coup, voilà, je ne dis pas que ça va se passer de façon très sympathique, mais ça va soit ça se passe, enfin si ça se passe pas, dans ces cas-là, c'est une forte chance d'une grosse fin de l'humanité. Je répondrai juste sur le système des castes. Vous avez raison, c'était un système, mais justement, il a été subverti par le matérialisme. C'est en gros l'histoire de l'Inde. Maintenant, il y a une sorte de parallélisation entre le système des castes et la classe sociale indienne. Ça, c'est sûr. Mais dans les milieux urbains indiens, c'est pas encore le cas dans les villages. Mais oui, là, c'est la force du capital. Ben oui, c'est au contraire ce qui a. Ah oui. Ah bien sûr. Ah bien sûr. Ah bah bien sûr, ça c'est un fait comment dire sociologique bien établi. Mais malheureusement, on est plutôt dans le. On peut en inventer, en fait, c'est ça. Bien sûr, on peut en inventer, mais le problème, c'est une question de temporalité. En gros, on n'a pas le temps d'inventer ça là tout de suite. En fait, il n'y a pas besoin de les inventer. C'était dans des petites sociétés. Il y a le dernier bouquin là, de Gretler et Wengro qui montre ça. C'est qu'en fait, des organisations sociales de sociétés non hiérarchiques, il y en a des dizaines, voire ou hiérarchiques basées sur le truc.
on a des dizaines, voire des centaines d'exemples dans des sociétés du passé que le capital oui. a éradiqué. Bien sûr. Oui, non. Il n'y a pas besoin de les inventer. Oui, mais c'est souvent des sociétés, des petites sociétés. Hein? De toute façon, on va répondre à la simplification. Une difficulté au changement. Ah, mais ça, je dis pas que je dis juste des alternatives, il en existe. Et elles seront moins complexes, moins ce que tu veux, mais. En quoi ça contredit le fait qu'il le refera quand on aura le couteau sur la dent? Ah non, ça c'est pas sympa ça. Il y a l'adaptation, c'est une forme d'adaptation. De toute façon, il y a l'adaptation. Vas-y Jacques, il y avait aussi d'autres questions. Là, c'était avant. C'était pour revenir sur cette histoire de programme électoral et tout ça. Vous dites d'accord, on ne sait pas lire avec un programme comme ça, mais en pratique, le président, il applique jamais son programme. Enfin, non mais enfin, je veux dire, on regarde toutes les choses qu'on fait par Macron sur ces 5 ans et par rapport à ce qu'il avait annoncé. Joker, c'est faux. Joker, c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est-à-dire que, non, allez voir sur un... Alors, attendez, là, pour le coup, réponse Joker, vous allez voir sur Internet un site qui s'appelle Polyverse, qui est fait par les collègues de Grenoble et de Bordeaux, dans lequel les collègues ont regardé les promesses électorales par Macron en 2017. Ils ont regardé si elles étaient réalisées ou pas réalisées, d'accord? Et conclusion, il a réalisé plus de 60% de ses promesses à plein. Voilà. Et en fait, la science politique, c'est bizarre, a découvert que les hommes politiques font quand même relativement ce qu'ils avaient promis de faire. Contrairement au savoir populaire qui dit « ouais, ils font tous la même chose, ah non, non, il y a une petite différence, quand vous annoncez quelque chose, vous le faites. En fait, les choses sont beaucoup plus transparentes. C'est comme Poutine, il a annoncé ce qu'il voulait faire, il le fait. Hitler avait annoncé ce qu'il voulait faire, il l'a fait. L'arnaque, c'est de faire croire que c'est la volonté de la population. Hein? La grosse arnaque, c'est de faire croire que ça, c'est la volonté de la population. Alors, après, l'arnaque, c'est... Alors, après, vous pouvez dire que c'est la démocratie... C'est la démocratie représentative qui est une arnaque, peut-être. Mais si on reste dans le cadre de la démocratie représentative, les hommes politiques, globalement, mettent en œuvre leur programme s'ils en ont la possibilité, s'il n'y a pas trop de points de blocage, etc. Non, au contraire. C'est pas pour rien, par exemple, qu'on parle du tournant néolibéral avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Ils n'ont pas mis en place leur programme? Ben non, ils l'ont mis en place. Emmanuel Macron a mis en place son programme. Non, la plupart de ses propositions ont été mises en œuvre. Non. Je veux dire, non. Alors après, bien sûr, vous pouvez trouver que la démocratie électorale n'est pas une bonne chose, sauf qu'on ne connaît pas, dans le monde moderne, de système de décision meilleur que la démocratie électorale. Les seules solutions un peu meilleures qu'on peut trouver, c'est des formes de démocratie directe, des référendums très puissants dans un pays comme la Suisse. Mais ce cas est très spécifique à l'histoire de la Suisse. Et en fait, les collègues ont montré qu'il n'y a aucun homme politique dans le système représentatif qui est très content de créer un système de démocratie directe. Ça veut dire quoi, meilleur? Meilleur, c'est-à-dire en fait qu'il y a un meilleur alignement entre les choix de la population et les choix de politique publique. Et qu'en fait, après, on constate que globalement, quand vous demandez aux gens est-ce qu'ils sont satisfaits du système politique ou pas, les Suisses sont plus satisfaits que les Français. C'est-à-dire que, non, alors bien sûr, c'est avec les instruments classiques de la science politique dans lequel, effectivement, on va poser des questions aux gens et on prend les questions, on pense que ça représente quelque chose. Après, vous pouvez dire la démocratie représentative, c'est pas intéressant, il faut la démocratie directe, tout le pouvoir au conseil, ouvriers et paysans. Mais ça peut exister. Mais la probabilité de réalisation de ça dans le monde moderne est faible. Alors ça peut exister, hein. On peut avoir une révolution socialiste mondiale en 2030 et je serai accusé d'être un social traître, etc. Vous voyez, et d'avoir été un agent du capital, etc. Je pense quand même que c'est relativement peu probable. Vous voyez. Non, là il faut quand même... Alors c'est pour ça que la science politique se diffère du militantisme, c'est que dans la science politique, malheureusement, il y a un certain nombre de choses, on voit bien que c'est comme ça, c'est construit comme ça, sur plusieurs siècles, ça ne peut plus bouger. Et qu'on n'a pas d'autre solution, même si on sait que ce n'est pas extraordinaire.
C'est pas extraordinaire, c'est sûr. Là, ce que je vous raconte, c'est sûr. Par exemple, le système des relations internationales, je préférerais de loin qu'après 1945, tous les pays aient créé l'Organisation des Nations Unies, que tout le monde est désarmé, que Staline ait embrassé Truman dans un grand moment de ferveur, qu'il n'y ait plus d'armée. Ça serait sympa. On aurait déjà beaucoup de... Et que tous les pays soient des républiques démocratiques. Mais je constate, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et alors c'est ça le problème, c'est qu'on est un peu condamné professionnellement au réalisme. Vous voyez ? Et dans pour moi, les élections, ça compte. On ne sait pas organiser une société dite démocratique en dehors d'élections. Vous voyez ? Libre et compétitive. On n'a pas trouvé d'autre solution. Et puis après, les référendums qui en général sont une aide, quand même. Il vaudrait mieux avoir des référendums, des systèmes de rappel des élus, des choses comme ça. Ça, c'est bien, mais les élus ne sont pas très pour. Yazid, ça fait un bout de temps que tu lèves la main. Oui, juste sur la démocratie participative, il n'y a pas, en fait, sur les deux démocraties représentatives et démocratie participative, pour ma part, la démocratie participative n'est pas forcément meilleure au niveau moral, on va dire. Parce qu'il y a un référendum qui est passé en Suisse sur est-ce que la Suisse devrait acheter une dizaine je ne sais plus si c'est des Rafale ou des F-35. Des F-35 américains. Des F-35 américains, et la population a dit oui pour ça. C'est juste un commentaire. Oui, mais elle a dit oui, mais du coup, la majorité des Suisses étaient contents. Est-ce que ça respecte? Voilà. Le problème de la démocratie, c'est pas un problème de moralité ou de justesse des choix, c'est qu'il y a un alignement entre ce que souhaite la population dans son ensemble avec ce qui est fait. On ne peut pas exiger beaucoup plus d'un système démocratique. Après, ça ne veut pas dire que ce qui est fait n'est pas... Ah bah oui. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple en Suisse, il y a aussi un référendum sur la diminution du CO2 qui a été perdu alors qu'il avait été négocié âprement entre les forces politiques suisses. Voilà. Mais au total, nous, on constate que l'électorat suisse, globalement, est plutôt content du système. Bien plus, en tout cas, que l'électorat français, hein, qui est parmi un des plus insatisfaits qui soit. Vous allez me dire, c'est pas difficile. Du coup, en 2030, la révolution socialiste a raté et en 2050-2060, la France, ça ressemble à quoi? Ah bah, regardez les modèles des climatologues, hein. Ça va. Justement, est-ce qu'on a encore un pays unifié? Est-ce qu'on a un nouvel empire qui va aller justement chercher... Alors là, honnêtement, là c'est très difficile à faire des prévisions de cet ordre-là. Mais probablement, on est un pays appauvri. Voilà, c'est tout. Et qui, effectivement, est confronté à l'écroulement de certains secteurs économiques. Du coup, on a encore une démocratie? C'est difficile à dire. Ouais, c'est difficile à dire. Moi, disons que ça, c'est une vraie question historique. On ne sait pas, en gros, toutes les démocraties représentatives